et que l'on va commencer maintenant. Merci Julien de lancer l'enregistrement. Au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à ce entre nous. C'est ainsi que nous avons appelé ces rendez-vous politiques qui vont permettre dans ce premier temps aux candidats à l'élection partielle au Conseil d'État qui a lieu en mars pour rejoindre le Conseil d'État Genevois, de se présenter. La semaine dernière, c'était Pierre Maudet. Cette semaine, Cyril Hellon du parti du PLR qui va nous parler de sa vision, de ses projets. Nous avons environ une grosseur, vous savez comment ça fonctionne. Juste un petit rappel, Cyril Hellon va se présenter, va nous présenter son sujet d'ailleurs, hein, qui axe sur l'emploi pour l'essentiel, mais pas que. Et ensuite, vous aurez la parole, toutes et tous, pour une question, une remarque, une suggestion, et Cyril Hellon pourra intervenir au fur et à mesure de vos interventions. Alors, vous ouvrez vos micros avant qu'il ne commence pour un bel applaudissement. Vous avez vu, au-dessus du jet d'eau, très genevois, et merci d'être là. Bravo à lui. Un applaudissement. Voilà. Donc, Cyril Hellon, merci d'être avec nous. Alors, qui êtes-vous? Pourquoi cette proposition de candidature pour rejoindre le Conseil d'État genevois et quels sont vos projets, vos ambitions pour Genève, si cela était évidemment positif? Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les membres du Cercle des gens d'entreprise, je vous remercie de votre invitation. C'est très agréable à vous et je suis reconnaissant de faire cela avec chacun des candidats. Vous savez à quel point c'est difficile de faire campagne dans la situation sanitaire actuelle. On voit peu de monde, alors que nous, les politiques, on aime rencontrer les gens, on aime les contacts en présentiel, parce que c'est comme ça qu'on le dit. Et comme on n'a pas la possibilité, toutes les organisations de messages comme ça par vidéoconférence sont une opportunité pour nous, même si c'est décevant, mais c'est une opportunité pour nous de pouvoir expliquer quelle est notre candidature. Donc, merci beaucoup d'organiser ça pour tous les candidats. Vous participez au débat démocratique et je pense que c'est important dans ces circonstances. Merci. Voilà, certains d'entre vous, je vous connais bien, d'autres moins, d'autres pas du tout. Alors, je vais me présenter. Je suis âgé de 48 ans, bientôt 49. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis un enfant qui est né à Genève. J'habite aujourd'hui Verrières, après avoir résidé longtemps dans la campagne, en Champagne, pour être plus précis, à Bernay. Je suis avocat. J'ai toujours voulu être indépendant, donc je suis devenu indépendant très, très vite. Je n'avais à peine 26 ans. Donc, je me suis engagé très rapidement dans cette profession que j'aime beaucoup et que je pratique donc depuis de nombreuses années. J'étais un acteur très dynamique aussi. J'ai créé un certain nombre d'entreprises que j'ai développées puis vendues parfois, d'autres fois pour des parts minoritaires que je conserve encore, dans des domaines variés comme j'avais créé une fiduciaire. J'ai aussi aujourd'hui actif dans une société active dans le bâtiment, en particulier qui essaye de promouvoir certains systèmes de récupération de chaleur dans les colonnes de chute pour des raisons écologiques. C'est une société d'innovation, j'aime beaucoup cela. Dans mon activité professionnelle, je suis au contact de PME beaucoup, d'individus. J'ai une pratique de généraliste très locale. Je crois être proche des Genevoises et des Genevois. Je suis très proche aussi d'une activité quotidienne administrative. Je suis très familier des procédures avec l'État et comme la situation administrative se complique de plus en plus, malheureusement pour les citoyens, mais ça nous crée, nous,
de plus en plus de travail. Donc, si je change de casquette et j'intègre le Conseil d'État, ben, je ferai en sorte que les avocats comme moi aient un peu moins de travail parce que je souhaite simplifier les procédures administratives. Voilà pour la boutade. Je suis actif en politique depuis une vingtaine d'années. Je suis aujourd'hui membre du Parti libéral radical. J'ai deux voies. J'ai d'abord été élu sur un plan communal au début des années 2000. J'ai siégé quelques années donc, dans ma commune de domicile d'alors comme conseiller municipal à Bernay. J'ai ensuite été élu au Grand Conseil en 2013. J'y suis toujours. Ça fait donc 8 ans que je suis sur les bancs du Grand Conseil. J'étais chef de groupe entre 2017 et 2019. C'est une activité qui me plaît. C'est une activité dans laquelle je suis actif, pugnace, combatif, mais aussi avec la volonté de discuter, négocier et collaborer avec l'ensemble des députés du Parlement. Parallèlement à ça, j'ai aussi un engagement au sein de mon parti parce que le parti est toujours quelque chose qui est important pour le fonctionnement politique, au sein du Parti libéral d'abord, ensuite comme président, ensuite au sein du Parti libéral radical comme vice-président pendant 4 ans. Ceux qui suivent l'actualité politique, et la plupart d'entre vous le font, savent que j'ai des positions extrêmement claires. J'ai une colonne vertébrale politique qui est ancrée, je dirais, à droite, au centre droit. J'ai des fois aussi des positions plus originales dans mon parti, je les défends volontiers, sur un plan social, sur un plan environnemental, mais aussi sur un plan économique. Mais j'ai surtout une volonté de travailler avec l'ensemble du Parlement. Je sais qu'on n'a pas raison tout seul. On a raison si on est capable de rallier à sa cause, à ses objectifs, à ses projets, au moins une majorité. J'ai participé à la réforme RFFA. J'étais très actif pour la CPEG, vous le savez. C'est un sujet qui m'a beaucoup occupé parce que je pense que la situation de la caisse de pension de l'État était difficile. Elle l'est un peu moins aujourd'hui, mais je pense que toutes les réformes nécessaires n'ont pas été encore entreprises. Je reste inquiet. Je suis été actif en matière d'aménagement du territoire. J'ai notamment et récemment participé à la réforme de la densification de la zone villa, où j'ai souhaité avec d'autres trouver un meilleur équilibre entre la volonté des propriétaires de pouvoir jouir de leurs biens, la volonté d'autres propriétaires de pouvoir développer le terrain qui leur appartient, la nécessité de logement dans la zone villa, mais aussi tenir compte de la volonté des communes, tenir compte aussi des infrastructures publiques. Et puis, sur un autre plan, aussi dans le domaine, de tenir compte d'améliorer la qualité du bâti et de son environnement. C'est un processus qui a duré 18 mois à peu près, où on a réussi à mettre d'accord à peu près l'ensemble des partis, en tout cas tous les partis gouvernementaux du canton. On a réussi à avoir aussi l'accord de l'Association des communes genevoises et l'ensemble des communes, c'est important, l'ensemble des communes qui avaient une zone villa, c'est à peu près 28 sur 45. Et donc, et de faire ça en collaboration avec le département et le conseiller d'État de Gers. Ça n'a pas toujours été facile au début, mais moi, j'étais assez fier d'avoir réussi à trouver un consensus qui permette de réunir le Parlement, le Conseil d'État et les communes. C'est suffisamment rare pour être souligné. Donc voilà pour mon parcours qui vous montre que je suis, je ne sais pas si on ose le dire encore, mais un député 4x4, c'est-à-dire que je vais un peu partout et qui aime la politique dans son ensemble et qui aime s'engager pour le bien de notre canton. Maintenant, on vit aujourd'hui une situation extrêmement particulière qui est liée à la crise sanitaire, une crise sociale aussi, une crise économique qui s'insère dans des objectifs compliqués sur un plan de l'environnement. Je suis convaincu qu'il faut qu'on ait un État plus agile, plus proche des gens, avec des prestations qui nous sont délivrées plus rapidement, avec des circuits administratifs plus courts,
qui permettent de répondre au plus vite et au mieux aux besoins des Genevoises et des Genevois. L'enjeu principal, et quand on m'a demandé quel est le thème, il fallait indiquer sur ma candidature, pour moi, c'est l'emploi. Pourquoi l'emploi? Parce qu'aujourd'hui, l'État, et c'est bien ainsi, a fortement s'est engagé dans le soutien des entreprises. On n'en fait probablement pas assez, mais on en fait déjà beaucoup, c'est certain. Mais il y a des secteurs économiques qui, de mon point de vue, vont être touchés durablement et qui ne sont pas directement touchés par les mesures prises par la Confédération et le canton. Je pense par exemple au secteur du événementiel, au secteur du tourisme d'affaires, dont j'ai malheureusement la conviction qu'ils vont être touchés durablement. Les gens veulent travailler, on a beaucoup de gens compétents dans notre canton, on a un tissu économique solide, fort, mais dont il faut prendre soin et qui doit nous permettre de sortir de la crise. L'emploi, on voit le taux de chômage déjà augmenter, on voit poindre les licenciements, puis pas seulement dans les secteurs qui vont réengager rapidement après la sortie de crise. Il y a des gens qui seront durablement affectés par la suppression de leur emploi. Et je pense qu'il est du devoir de l'État, en collaboration avec les organisations professionnelles, bien sûr, en coordination avec le milieu économique, de faire en sorte que les compétences que l'on possède avec les emplois ici à Genève, avec des gens qui y travaillent, qui sont dans les secteurs compliqués, puissent trouver rapidement un emploi dans les secteurs plus porteurs. Et je pense que c'est l'enjeu principal de ces 2 prochaines années, à savoir la législature qui reste pour le conseiller d'État ou la conseillère d'État qui sera amenée à compléter le sextuor actuel. Pour moi, il va devoir créer une sorte de plateforme d'échange pour qu'on puisse assurer les transitions professionnelles. Il va falloir mettre en place probablement des formations spécifiques aussi, appropriées à la situation actuelle, appropriées à la crise. Il va falloir aussi peut-être avoir des aides, je dirais un peu comme les ARE, si vous connaissez certainement les allocations de retour à l'emploi. Et moi, j'ai envie de dire, il y a un R de trop. Il faut qu'on ait cette transition, qu'on n'ait pas besoin d'avoir les gens qui vont perdre leur emploi et pas forcément l'obligation de passer par la case du chômage avant de pouvoir se réorienter. C'est des fois l'occasion aussi d'avoir des promotions, d'avoir une nouvelle dynamique au sein de son parcours professionnel. Et je pense que c'est un enjeu principal. C'est l'enjeu principal. Il va falloir que l'État joue son rôle de facilitateur entre les secteurs touchés et les secteurs qui sont porteurs d'avenir. Je pense à la santé, je pense au secteur social, je pense au secteur actif dans le développement durable, dans les secteurs d'innovation, de recherche, dans le domaine médical, mais pas seulement, où je pense que certaines personnes qui sont aujourd'hui dans les secteurs économiques touchés vont pouvoir avoir des transitions professionnelles. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit des opportunités pour les gens qu'on ait envie de participer au rebond économique, peut-être avec un monde de demain un peu différent dans notre canton. Donc voilà, ça c'est l'essentiel, évidemment, et ça c'est quelque chose que je défends. Ça doit se jouer de pair avec probablement une réforme de la fiscalité. On est beaucoup interrogé sur la problématique des nouvelles taxes, des pollueurs-payeurs. Et moi, j'ai coutume de dire que les nouvelles taxes ou les nouveaux impôts ne me font pas peur à une seule condition. C'est que ça s'inscrive dans une certaine neutralité fiscale. C'est-à-dire qu'il y ait une mutation qui s'opère. Et je pense qu'une certaine incitation sur un plan environnemental avec des taxes, ce n'est pas forcément négatif si on a en contrepartie un allègement aux endroits où c'est plus péjorant pour l'activité de notre pays. Et j'ai la conviction qu'on peut alléger la taxation sur le produit du travail. Je crois que c'est important. Je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la fiscalité de l'outil de travail. C'est en tout cas aussi quelque chose qui mérite qu'on examine. Et si ça doit être compensé par des incitations ou
des taxes en contrepartie sur des domaines qui nous permettent d'avoir un environnement et une politique de développement durable plus adéquate, moi, je suis prêt à entrer en matière à discuter de façon transversale. J'ai la conviction que le développement de notre canton doit être plus qualitatif. J'ai la conviction qu'on doit créer des ponts avec l'ensemble de la population et l'ensemble des partis politiques, mais pas seulement, des partis en présence qui doivent mieux fonctionner dans l'intérêt d'un développement raisonné et qualitatif de notre canton. Donc voilà, je pense qu'il va falloir aussi être sensible assez rapidement au train de vie de l'État. On a abordé cette crise avec une dette importante et on a abordé cette crise surtout plus que la dette, avec un déficit structurel de l'ordre de 500 millions. Celui-ci, chaque année, celui-ci n'a pas disparu avec la crise, au contraire, il va s'accroître et c'est vraiment quelque chose dont il va falloir affronter avec sérénité, avec discernement, pas contre les fonctionnaires et pas contre la fonction publique, certainement avec eux, réclament aussi de pouvoir travailler avec plus de flexibilité dans un climat de confiance et pas d'hyper-contrôle. L'essentiel de la fonction publique travaille bien. Je crois qu'on peut être fier de la façon dont l'État de Genève et ses collaboratrices et collaborateurs ont œuvré pendant cette année, parce que maintenant, ça fait bientôt une année, notamment dans les hôpitaux, et cela en bonne collaboration d'ailleurs avec le secteur privé. Je pense qu'on aura des choses à retenir de cette crise. Donc voilà pour les choses essentielles. Je pourrais dire encore quelques mots sur la mobilité, si vous le voulez, parce que j'y tiens de façon importante. Moi, je suis favorable à la mobilité douce dans des voies qui leur sont réservées, mais je suis allergique au fait que ça doit se faire contre la mobilité motorisée, même individuelle, parce qu'elle est utile à la prospérité de notre canton. Moi, j'ai renoncé à prendre ma voiture en ville, pas parce que c'était compliqué, mais parce que j'avais des transports publics performants, parce que parfois, venir à vélo me dérange à titre personnel pas. Je reste convaincu que c'est encore pas facile sur un plan de la sécurité, parce que Verrier, la ville, c'est pas le secteur le plus compliqué, mais on a encore peu de pistes cyclables en site propre et on a des goulets compliqués. C'est pas parce qu'on m'a entravé dans ma possibilité de prendre la voiture que j'ai pas changé mon mode de transport. Et quand j'ai besoin de mon automobile pour mon activité professionnelle, moi, je suis content de pouvoir me rendre au bureau avec et puis de pouvoir avoir la mobilité nécessaire. Et je pense que nos commerçants, nos artisans, ils doivent pouvoir circuler. Je discutais l'autre jour avec un ferblanquier qui me disait que quand il leur manque une pièce sur le chantier, puis ils doivent aller chercher cette pièce soit à l'atelier, soit l'acheter quelque part, ils perdent un temps considérable. Ça renchérit le coût de construction de façon inutile. Donc, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont changé leurs horaires uniquement pour des raisons de transport professionnel. Et ça ne va pas. C'est compliqué. On doit pouvoir continuer d'avoir des entreprises qui puissent se déplacer de façon fluide. Il en va des conditions cadres de notre économie. Donc, voilà en gros les préoccupations qui sont les miennes. La volonté que j'ai aujourd'hui d'être candidat à cette élection partielle que je sais difficile, je sais dans une situation compliquée, dans une droite qui est divisée, dans une gauche qui est un peu plus unie, mais pas très claire sur ses volontés. En tout cas, c'est ma perception. Donc, c'est pour ça, c'est pour mettre mon expérience politique, ma motivation, mon énergie, mon amour de Genève au profit de l'ensemble des Genevoises et des Genevois. Et j'espère pouvoir être à la hauteur de cette fonction. Alors, je suis vraiment à votre entière disposition pour répondre aux questions que vous souhaitez me poser, aux questions que j'ai pu susciter dans mes déclarations, le cas échéant, les déceptions que dans mes prises de position, mais je les assume volontiers et je m'en explique avec plaisir.
Merci beaucoup, Cyril Allen. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement pour Cyril Allen. Parfait. Avant de vous donner la parole, vous savez que je vous la donne de manière aléatoire, donc préparez votre remarque aux questions. Cyril Allen, en même temps que l'élection partielle à Genève pour le Conseil d'État, il y a en tout cas 3 objets de votation populaire fédéraux. Peut-être quelques prises de position de votre part. D'abord, une pardon, qui me fait un peu sourire en ce moment, sur l'interdiction de se dissimuler le visage, initiative populaire du 15 septembre 2017, voilà, sur laquelle nous allons nous prononcer le 7 mars. Peut-être déjà là-dessus? Volontiers. En politique, il y a de nombreux objets. Et des fois, on a envie de s'engager sur des sujets, on a envie de faire campagne, qu'ils soient cantonaux, fédéraux ou communaux, sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Là, j'avoue volontiers que les 3 thématiques fédérales, j'ai indépendamment, parce que c'est des thématiques qu'on connaissait avant l'élection, ce n'est pas des thématiques sur lesquelles j'ai envie de m'engager. Ce n'était pas mes préoccupations principales. Ben, ce n'est pas pour ça que je ne m'y intéresse pas et ce n'est pas pour ça que je n'ai pas des convictions et des propositions. Alors très clairement, pour celle que vous mentionnez, sur la problématique du port de la burqa, à titre personnel, je trouve que le port de la burqa n'a rien à faire dans notre pays. C'est pour moi, soit c'est pas choisi puis c'est problématique, soit c'est choisi puis c'est quand même un combat qui est politique. J'ai de la peine à m'assimiler aux initiants, donc j'ai choisi de ne pas m'exprimer sur le sujet, mais à titre personnel, je reste convaincu que la burqa n'a rien à faire dans l'espace public de notre pays. Merci beaucoup. Pour la première réponse, voilà. Claire. La deuxième concerne ces fameux services d'identification électronique. On s'y perd un peu. Ça serait confié à des entreprises privées. Qu'en pensez? Alors, d'abord, c'est important qu'on arrive à réglementer ça, qu'on ait une réglementation sur cette identification électronique. Je pense que c'est l'avenir. On a des enjeux là-dessus. Moi, je perçois la loi telle que nous est soumise au vote comme étant plus ouverte et plus diverse que ça. Je pense que c'est une loi cadre qui n'est pas parfaite en tout point, qui permet effectivement l'intervention du privé, qui donne un espace au privé, mais pas forcément et pas seulement. Moi, j'y suis favorable. Je pense que c'est un bon pas en avant. Puis, s'il y a des corrections à faire, on le fera ultérieurement. Mais moi, je suis favorable et je soutiens, c'est un signe positif, que cette loi puisse être votée et mise en place. Et enfin, cet accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie. Très clairement, la Suisse a gagné de cet accord-là. La Suisse doit être un acteur important économique et ces échanges avec l'Indonésie profitera au tissu économique suisse, donc j'y suis favorable. Moi, je suis favorable à ces accords ponctuels et qui ont une certaine clarté. C'est la première fois qu'on vote sur un tel type d'accord. On verra ce que ça donne. J'espère que ce ne sera pas l'opportunité de multiplier des votations uniquement pour des raisons idéologiques, mais dans le cas particulier, je soutiens cet accord de libre-échange. Je pense qu'il profitera à la Suisse et que ceux qui s'y opposent doivent être entendus et il faudra voir de quelle manière ceux qui seraient par hypothèse à qui on porterait préjudice par un tel accord puissent être pris en considération. Mais globalement, c'est un accord qui est bon pour notre économie et qui est bon pour notre pays. Merci beaucoup, Cyril Allen. Et je crois qu'il y a encore une votation cantonale à laquelle vous avez participé. Alors, c'est une loi qui avait été déposée par la gauche au Parlement qui voulait que les personnes les plus défavorisées qui avaient perdu
leur salaire, hein, souvent dans l'économie domestique, mais pas seulement, dont les employeurs s'étaient montrés particulièrement délicats et avaient cessé le paiement. Je pense notamment aux femmes de ménage qui s'étaient retrouvées sans travail du jour au lendemain et sans salaire, combien même les, les employeurs avaient des responsabilités, mais ne les assumaient pas. Et l'idée de la gauche du Parlement était de dire on remplace immédiatement les salaires par un versement d'un montant jusqu'à concurrence de 4 000 francs étatiques sur la base d'indications qui sont données, indépendamment de la situation des papiers ou non que les personnes concernées avaient. Ça a polarisé parce que les gens avaient l'impression qu'on payait à la place, et moi je fais partie de ceux-ci, d'employeurs indélicats, et puis qu'on sponsorisait un petit peu ceux qui ne payaient pas, alors qu'il y avait des obligations. Il y a toute une discussion de lutte sur le travail au noir qui a été faite dans ce cadre-là. Et puis, il y a eu une sorte de cristallisation du débat avec d'un côté l'UDC, le MCG, et de l'autre la gauche, avec au milieu le PDC et le PLR qui étaient pris entre la nécessité de faire quelque chose et pas cautionner une sorte d'encouragement au travail au noir. Et donc, il s'est passé deux choses. Il y a eu ce vote à une voix près au Parlement qui s'est fait, avec un référendum qui a été déposé par l'UDC et le MCG. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que le parti auquel j'appartiens, le PLR, ne soutient pas cette loi, c'est qu'on a remis l'ouvrage sur le métier et on a trouvé un large consensus au Parlement pour procéder de la façon suivante. On ne comble pas les revenus, mais on a débloqué 12 millions qui sont amenés à être complétés pour que, via notamment des associations, on puisse venir en aide aux personnes les plus touchées. Donc, on vient en aide au niveau des charges et pas au niveau des revenus pour que les gens puissent avoir une certaine dignité. On a vu, vous avez vu, des hôtels qui ont été ouverts pour les sans-abri, pour des gens qui ont été sur le bord de la route. C'est notamment avec ces 12 millions qui avaient été débloqués par le Parlement. Alors, ça fait l'objet d'un consensus très large, puisque, à mon souvenir, seul le MCG n'avait pas voté cette loi-là. Je crois qu'il regrette d'ailleurs, parce que c'est une loi qui a été profitable. Mais le combat antérieur entre la droite dure du Parlement et la gauche idéologique demeure, et on doit voter sur cet objet. Moi, j'y suis opposé à titre personnel, parce que je pense que si les préoccupations soulevées par ce projet de loi sont justes, si la nécessité de venir en aide aux gens qui sont victimes de la crise sanitaire et qui n'ont pas d'autres moyens de vivre est juste et doit être comblé, il ne doit pas l'être de la façon dont c'est proposé, et bien plus, on y a déjà participé autrement. Merci beaucoup, Cyril Ellen. Il m'a autorisé, il m'a dit « Oh, je parle beaucoup, donc de temps en temps, il faut me couper. » Je l'ai même demandé. Merci beaucoup. Alors, à vous, chers amis, des remarques ou des questions brèves pour des réponses tout aussi brèves. Cyril Ellen, nous avons 35 minutes devant nous pour qu'en ping-pong, on puisse répondre à un maximum d'interrogations. Alors, je vais commencer un petit peu au hasard, au gré des questions déjà que je vois. Thierry Martin, tu ouvres le micro. Oui, j'ouvre le Brève micro. présentation de qui tu es pour qu'on sache, et puis Oui. la question derrière. Merci beaucoup. Déjà, je suis PLR, donc je suis du même bord que Cyril Ellen. J'ai été élu à Confignon et j'ai démissionné du conseil municipal pour expatriation à Londres durant 4 ans. Je suis cadre dans une banque suisse financée par des capitaux étrangers. Et je vais juste redonner la question que j'ai posée via le chat. Si élu le mois prochain et compte tenu de la position délicate de notre parti suite à l'affaire Maudet, à Confignon, par exemple, aux élections municipales de l'année dernière, on a perdu 60% des sièges de conseillers municipaux. Comment comptez-vous mener votre action politique au sein d'un exécutif cantonal, lui, passablement échaudé? Et enfin, si élu, quels seraient les dicastères de prédilection? Bon, moi, je m'inscris dans un travail collégial. Très clairement, j'ai l'intention de travailler
c'est la particularité de cette élection complémentaire, c'est qu'on connaît les 6 personnes avec lesquelles on travaille. C'est rare parce que d'habitude, il y a 7 personnes qui sont désignées en même temps. Donc moi, je m'inscris dans cette collaboration. C'est pas des gens, c'est pas des amis, hein, mais c'est des gens avec lesquels je me sens capable de travailler. Et mon objectif est de peser au sein du collège, mais il est aussi de porter la voix collégiale d'un ensemble, d'une équipe qui aura la particularité, si je suis élu, d'avoir toujours 3 de gauche, 3 de droite et le MCG. Donc il va falloir se monter particulièrement habile dans les négociations, dans une situation plus apaisée. J'ai un avantage sur les autres candidats, c'est que je connais bien le Parlement et j'entretiens de bons contacts avec eux. J'avais été désigné le meilleur député il y a de cela 2 ou 3 ans, je ne sais plus, en 2018, je crois. Pas parce que j'étais vraiment meilleur, mais c'est parce que je prenais la peine de discuter avec tout le monde. Donc voilà. Après, au sein de notre parti, il faut rassembler. Moi, je le dis volontiers, Pierre Maudet, c'est pas un ennemi, hein. C'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup travaillé, c'est quelqu'un pour qui j'ai de la considération, mais qui aujourd'hui est en crise avec les institutions, a un problème de confiance, et c'est compliqué pour travailler avec ses collègues et avec le Parlement. Moi, je le regrette parce que c'était quelqu'un qui avait des qualités. Je crois qu'il a un peu trop pensé, mais ça c'est personnel, qu'il pouvait tout le temps être l'homme providentiel, puis qu'il fallait qu'il pense aussi à ses collègues. Donc il était un peu lâché. J'étais le voir, je suis pas trop. J'avais été le voir, je lui disais, mais Pierre, fais comme Alain Juppé, quoi. Prends 2 ans, tu vas enseigner à Montréal, et puis tu reviendras, tu feras la même carrière que Juppé à Genève, que lui l'a fait à Bordeaux. Merci beaucoup, Cyril. Un petit peu trop long si on veut vraiment faire passer Je suis tout désolé, le monde. je fais un effort, promis. Merci beaucoup. Alors, Raymond Loretan, qui a eu 1000 casquettes et à qui je laisse Alors, la parole. casquette aujourd'hui, je suis membre du Conseil économique de la Chambre de commerce et de l'industrie de Genève et ancien président de la commission sur la traversée du lac. Question courte, réponse courte. À propos de mobilité, est-ce que vous engagerez pour la réalisation de la traversée du lac conformément à la volonté populaire? Point d'interrogation. Et deuxième question dans un autre registre, soutenez-vous la réduction du nombre de fonctionnaires tel qu'il en avait été question très récemment? Oui, à la première question, très clairement. Je pense qu'elle doit même être imaginée dans un contexte d'aménagement global du canton et pas seulement comme une seule voie de circulation routière. Et je pense que même les milieux verts vont y venir parce que ce sera le meilleur moyen de rendre à la ville des zones piétonnes et d'en supprimer une partie des véhicules. Pour la deuxième question, à titre personnel, je ne suis pas favorable à une réduction du nombre des fonctionnaires, mais à une stabilisation. Si on arrive à ça, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a parlé vert, justement. Olivier Terretta, développement durable. Oui, bonsoir à toutes et à tous. En fait, on sait qu'on consomme à peu près 1,7 planètes par année. Donc, comment on va arriver en fait à pouvoir réduire notre consommation effrénée? Et puis concrètement, parce qu'en fait, certains élus à Berne ou dans d'autres sphères mondiales échafaudent en fait des plans. Mais concrètement, quand vous avez parlé de développement durable, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu demain, ou tout du moins à l'élection partielle? Quelles seront vos actions concrètes pour le gouvernement genevois? Bon, la plus importante et la plus facile à mettre en œuvre rapidement, c'est d'avoir une grille plus précise en matière d'investissement. Je pense qu'on doit avoir 2 critères. Le premier, c'est que les investissements du canton doivent être faits de telle façon que les entreprises locales en bénéficient le plus possible. Et puis le deuxième critère, et là je réponds à votre question, doit être fait pour que la consommation énergétique, en particulier de nos bâtiments, mais pas seulement, soit réduite le plus possible. Je constate que l'État n'est pas toujours exemplaire, très clairement. Des fois, les privés le sont plus. Ensuite, je le disais,
Je crois qu'on doit avoir une politique extrêmement innovante en la matière. Et il y a des fois des secteurs, je vais en citer un, notamment celui de l'agriculture, où une modification de notre agriculture, tout aussi profitable en termes de rendement, permettrait d'avoir une meilleure gestion des pollutions de CO2. J'ai discuté encore récemment avec des agriculteurs qui me racontaient qu'aujourd'hui, la manière de cultiver les terres permet d'appréhender de façon très différente la captation du CO2 dans notre canton, et qu'une modification des méthodes de culture permettrait de faire de forts gains en la matière. Donc, il faut se montrer vraiment sur tous les terrains dans le domaine. Et puis, ce n'est pas à Genève c'est pas un changement de politique à Genève qui nous permettra de résoudre le problème de changement climatique, j'en ai bien conscience, mais c'est quand même nécessaire de le faire parce que c'est parce qu'on le fera partout et à Genève peut-être en premier qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Olivier Latsouk qui avait aussi une question. Oui, bonsoir tout le monde. Ma question elle était un petit peu plus générique. On sait que le monde de l'entreprise va drastiquement subir une révolution dans le fonctionnement même de l'entreprise. On sait qu'absolument tout va changer suite à cette crise. Donc, tous les entrepreneurs vont devoir se réinventer pour fonctionner et puis espérer retrouver une certaine rentabilité. Au niveau du politique, est-ce qu'il y a une remise en question, à votre avis? Je ne veux pas philosopher et vous faire philosopher non plus, mais selon vous, est-ce que le monde politique va s'adapter à cette transition, à cette mutation, à cette révolution qui va intervenir juste après la crise et au redémarrage, ou les institutions et puis la façon des politiques de fonctionner va être rigoureusement la même qu'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr d'avoir compris correctement la question, mais si la question est de savoir, je crois que chacun devra rester dans son rôle. L'entreprise et le secteur économique doivent bénéficier de conditions cadres favorables. Et ça, c'est le rôle de l'État de les garantir. Si c'est ça le changement, alors oui, on doit se montrer proactif en la matière. On doit être aussi fixer des conditions cadres qui permettent le développement économique des secteurs d'avenir. Oui, on doit accompagner. Et je pense que la responsabilité de l'État en particulier, j'y tiens beaucoup, moi, c'est le secteur de la formation. On a longtemps dit que la matière première des Suisses, c'était la matière grise. Je pense qu'il n'y a pas que la matière grise, il y a aussi le savoir-faire au sens professionnel, au sens large. Et on a un devoir d'être encore plus performant. Et puis j'allais dire produire, c'est mon côté entrepreneur qui le dit, mais on doit permettre aux jeunes, mais pas seulement, aussi au cours de notre carrière, aux gens d'avoir la meilleure adaptation au monde économique qui change parfois plus vite que les formations de notre canton. Donc oui, on doit agir. Alors je ne sais pas si c'était ça le sens de votre question, mais voilà, après, préciser le cas échéant. Non, c'est bon, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Magali Orsini, qui a été députée sur les rangs de la gauche, a des interventions toujours pertinentes. Magali, ouvre ton micro. Il faut ouvrir ton micro. Vous m'entendez? Ben oui, Oui. Magali sans voix, ça ne nous paraissait pas possible. D'accord, j'allais dire qu'il a été député en même temps que Cyril et qui a pu apprécier, qui a eu un grand plaisir à travailler avec lui et qui a pu apprécier sa rigueur, sa capacité de travail et toutes ses qualités. Évidemment, il est un peu trop libéral pour moi quand même, comme il le sait. Et je disais que, bon, pour la suite, c'est vrai que, bon, je dirais que j'insiste toujours sur le rôle de l'État qui, pour moi, est un agent économique de premier ordre. Les circonstances actuelles font qu'on se rend quand même compte que beaucoup font appel à l'État en ce moment en se rendant compte qu'un État-providence de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Pour ce qui est de l'avenir, moi, s'il y a des sujets qui m'intéressent, c'est celle d'un revenu universel, parce que je pense que
on se casse bien la tête avec des choses très compliquées alors qu'on pourrait assurer à tout le monde largement un revenu de base de façon extrêmement simplifiée. Et puis, une chose qui me turlupine aussi en ce moment, c'est le rôle de la Banque nationale. Moi, j'aimerais bien entendre Cyril à ce sujet, parce que je trouve que les cantons empruntent à des banques commerciales qui peuvent toujours faire peser la menace de remonter les taux d'intérêt, exiger des intérêts colossaux, alors que la Banque nationale pourrait parfaitement créer des dettes souveraines qui seraient facilement perpétuelles sans ce genre de menace. Voilà. Merci beaucoup, Magali. Cyril Hellon. Peut-être Banque nationale, c'est un sujet fédéral, mais moi, je suis attaché à l'indépendance de la Banque nationale. En revanche, je pense qu'on devrait lui donner un instrument supplémentaire dans la distribution, peut-être, je dirais directement aux citoyens d'ailleurs, pour assurer la stabilité de la monnaie. Mais je crois que le rôle de la Banque nationale, c'est d'abord d'assurer la stabilité de la monnaie et de contrôler l'inflation. Et je pense qu'elle doit avoir peut-être des compétences supplémentaires. Je vous recommande le livre de M. McCarthy à ce sujet, qui, moi, m'interpelle. Mais de là à politiser la Banque nationale, j'y suis pas favorable. Je crois pas qu'on aurait à y gagner. Au contraire, on a intérêt à renforcer les institutions. Donc peut-être que là, j'ai un point de divergence important avec Magali Orsini, que j'ai plaisir à revoir parce que j'ai eu plaisir à la côtoyer au Parlement. La première question, j'ai oublié, Magali. C'est le revenu universel, on peut se poser. Ah, le revenu universel. C'est un faux problème en réalité, on l'a déjà le revenu universel, Magali, tu le sais bien, je dirais l'hospice général aujourd'hui, le calcul et l'adapte. Transformer la charité en droit, ça serait tellement plus agréable. Je ne vois pas l'intérêt, au contraire, on aurait un État qui se désengagerait de son rôle social et qui serait plus qu'un distributeur. Je pense qu'on aurait beaucoup à y perdre et puis je ne suis pas certain qu'on a beaucoup à y gagner dans l'aspect, je dirais, économique. Si on va jusqu'au bout des choses, on devrait supprimer énormément de postes de fonctionnaires et supprimer beaucoup d'aides ciblées. On aurait un lien social qui serait quand même… Si on va jusqu'au bout des choses, le lien social serait compliqué. Donc, je ne suis pas favorable et je pense que ce n'est pas utile dans le système genevois. Et là, j'ai un désaccord avec toi, Magali, je suis désolé, parce que précisément, l'hospice général et la façon dont il fonctionne et assure un revenu décent et digne aux plus démunis est un bon système. Merci beaucoup. J'aimerais donner la parole à trois entrepreneurs qui je sais sont touchés par toutes ces mesures d'empêchement de travailler. Elena Rigotti, Michel Yazigi et Alexis Jacques. Votre expérience là-dessus et la question pour Cyril Hellon, s'il était au Conseil d'État en mars. Elena? Bonjour. Alors, moi, je connais très bien Cyril Hellon et je sais que c'est quelqu'un qui connaît bien le Parlement et connaît déjà bien les institutions, donc il pourra travailler tout de suite et être performant tout de suite parce que c'est absolument ce qu'on recherche, nous, entrepreneurs, c'est quelqu'un qui connaisse déjà les dossiers et qui pourra parler avec les députés pour former des majorités. Et ça, c'est, à mon avis, très important. C'est vrai on vit des moments absolument incroyables et donc c'est pas par rapport à ce que disait Magali, c'est un État-providence effectivement actuellement, mais c'est aussi des décisions étatiques. Donc évidemment, les décisions, des commandements, des commandements de fermeture, effectivement, ils doivent aussi après assumer les conséquences des décisions. Donc voilà, pour moi, c'est pas tout à fait là, c'est la providence, mais enfin, c'est parce que c'est des responsabilités qu'ils ont prises et qu'il faut bien indemniser les endroits qu'ils ont fait fermer. Donc, moi, je pense que Cyril sera même de travailler tout de suite. C'est vrai que ce qui a été le plus compliqué, à mon avis, c'était tout le côté administratif, absolument terrible, quoi. Enfin, franchement, c'était incompréhensible, etc. On a maintenant ce projet de loi qui a été voté vendredi passé et que là, je pense que ça va réunir un peu tout
et on aura moins à chercher, où chercher, etc. Merci. Comme pour les RHT, mais là, il ne pourra rien faire puisque c'est fédéral. Franchement, ils ont changé les formulaires 3-4 fois. Franchement, c'était à ne rien y comprendre. On est des restaurateurs. Enfin, moi, je suis une restauratrice, mais on est des restaurateurs. On n'est pas des personnes qui faisons de l'administratif. On a passé tout notre temps à faire ça. Et donc ça, c'est la question que je vais poser à Cyril, parce que je n'ai pas vraiment de question. C'est est-ce qu'il y aura un moyen concret que les conseillers d'État fassent en sorte qu'il y ait un allègement au niveau administratif pour toutes sortes de choses, quoi. Que enfin l'administratif soit moins compliqué, moins complexe. Merci Il y aurait un beaucoup. moyen. Voilà. Merci beaucoup, Elena. Alors, Michel Yazegui, toi, tu les cumules, hein, restauration, événementiel et sport. Exactement. Malheureusement, dans la situation actuelle. Bonsoir, Monsieur Allen. Bonsoir. Alors, j'aurais une question rapide. Que pensez-vous du travail actuel du Conseil d'État concernant la crise sanitaire? Et si vous en faisiez déjà partie, qu'auriez-vous fait autrement? Moi, j'aime rappeler que globalement, compte tenu du contexte, les autorités suisses et genevoises ont globalement bien réagi. J'aime le dire. On le dit assez peu, mais qu'on fait preuve de responsabilité. Après, j'ai quelques critiques. Et à titre personnel, je l'ai regretté déjà durant le cours de l'été. J'avais pris langue pour ça. J'ai trouvé qu'on n'a pas assez expliqué la nature des décisions. Ça, c'était ma première critique. Et quels étaient les critères pris en compte pour prononcer les mesures. Et là, je pense qu'il y a un effort essentiel de dire, mais à partir de quand, mais quelles mesures et qu'est-ce qu'on espère de la dite mesure. Et ça n'a pas été assez bien fait, ça ne l'est pas encore. Ça, c'est ma première critique. La deuxième critique, c'est qu'effectivement, et là, je rejoins ce qui a été dit par Elena Rigotti, il y a deux types de dégâts dans l'économie aujourd'hui liés à la crise. Il y a le fait qu'il y a des secteurs qui sont touchés par la crise en soi, et puis il y a des secteurs qui sont touchés non pas par la crise, qui sont sanitaires, qui sont touchés par les mesures étatiques. Et là, c'est pas de l'aide, c'est de l'indemnisation. On leur a confié une mission d'intérêt public qui doit être indemnisée. Un restaurateur qui ferme, je dis, on lui dit de fermer parce qu'il contribue à diminuer la circulation du virus. Donc, on lui confie cette mission-là, fermer, et vous allez nous aider à faire en sorte que le virus circule moins. Il doit être indemnisé pour la tâche qu'on lui confie. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aurais aimé que le Conseil d'État et la Confédération fassent, c'est qu'ils nous expliquent mieux, quitte à avoir plusieurs plans, et je m'arrête après, je suis trop long, mais qu'ils nous expliquent mieux quelles vont être les étapes de sortie, à partir de quand on ouvre, selon quels critères, et pourquoi on ferme, et puis surtout mettre en place, et je le réclame, des ouvertures avec des plans de précaution transitoires. On peut ouvrir certains musées, on peut ouvrir certains secteurs économiques, pour autant qu'on mette en place des mesures de précaution sanitaire importantes. Et on doit le faire, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Donc voilà ce que j'aimerais faire. Mais je n'aimerais pas, en disant cela, qu'on oublie le fait que, compte tenu du contexte, les autorités en Suisse, je trouve, ont quand même réagi de façon pertinente et équilibrée. Merci beaucoup, Cyril Ellen. J'avais encore mentionné Alexis Jacques, qui est aussi dans l'événementiel, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou la réponse te satisfait? Non, alors avec grand plaisir pour aborder une autre problématique qui arrive en plus en fin de ce que M. Allen venait de mentionner. Donc bonsoir à tout le monde. J'en profite d'ailleurs pour remercier rapidement le CDE pour le livre de Bertrand Reich que j'ai reçu il y a quelques jours et que je me réjouis de lire. J'ai commencé à peine, mais
pour passer rapidement sur la question. Donc, effectivement, dans l'événementiel, et on commence à avoir pas mal de débats qui commencent à se poser dans ce milieu-là par rapport à tout ce qui est la passeport vaccinal ou ce genre de problématique un petit peu. Et puis, on a vu récemment le débat un peu, ou l'annonce de Fabienne Fischer qui a fait un petit peu une tollée et la reprise qui a été faite par différents partis, dont le vôtre. Et puis, je me posais la question sur, effectivement, ces ouvertures que vous mentionniez. À quelle vitesse pourrait-on espérer un semblant de retour à la normale, sachant que maintenant, on a commencé à engager des vaccinations, ce genre de choses. En termes événementiels, ou peut-être pas retour à la normale, c'est peut-être pas le bon terme, mais disons en tout cas un semblant de possibilité pour faire des événements allant de 1000 à 2000, 3000 personnes, enfin dans des proportions qui ne sont pas non plus 200 000 personnes dans une salle. Alexis, vraiment, soyez plus court parce que l'heure passe et je ne vais pas arriver à prendre tout le monde. Merci beaucoup, Alexis. Cyril Hélène, avant une réponse, je vais peut-être demander à quelques autres entrepreneurs. Je vois que Claude de Villars est là. J'aurais souhaité lui porter la parole pour son entreprise et son rôle au sein de l'affaire notamment. Claude, ton micro. Ton micro. Voilà, ça y est, ça prend un petit peu de temps. Eh bien, merci Cyril pour tes interventions. Et puis, tu le sais, tu as le soutien du comité directeur et d'une grande partie des membres de l'affaire, puisque nous avons aussi la conviction que tu es l'homme de la situation par rapport à cette élection partielle. On a eu l'occasion de débattre de beaucoup de différents thèmes récemment. Donc, je n'ai pas une question supplémentaire à poser par rapport au débat qui a lieu en ce moment, mais voilà, je te remercie pour ton travail et tu as tout notre soutien. Merci Claude. Pas un mot au niveau économique, comment est impactée peut-être la belle entreprise qu'est de Villars? Est-ce que... Alors, l'entreprise, elle est impactée par le fait que lorsque les personnels sont en télétravail ou en RHT, ben, ils n'utilisent pas tellement les équipements qui sont dans les bureaux. Donc oui, on est impacté, on est surtout impacté sur la partie maintenance en fait, de nos installations. Et puis, pour le reste, eh bien, les mesures RHT nous aident à bien pouvoir tenir le coup et on est très fiers de n'avoir supprimé aucun poste jusqu'à maintenant et de tenir le coup et de pouvoir assurer les salaires et les emplois de notre entreprise. Merci beaucoup. On va prendre encore quelques interventions avant que Cyril Hélène réponde en passant. Jacques Grubert. Oui, bonsoir Enza et bonsoir à tous. Moi, j'avais peut-être une question qui rejoint les problèmes de transition énergétique qui ont été évoqués et qui me paraissent de plus en plus d'actualité. Et là, M. Hélène a dit qu'il avait effectivement des idées concernant des taxes pollueurs-payeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret déjà? C'est ma question. Merci beaucoup. On va aussi demander à Étienne Dufour. Oui, merci Enza. Bonjour Cyril, on ne se connaît pas beaucoup. Ça fait 60 ans que je suis entré au Parti radical, je suis PLR, et ma question est la suivante. L'élu, ça sera peut-être vous, est-ce que, de votre point de vue, quel serait l'idéal de répartition des charges? J'entends par là quel remaniement serait souhaitable. Est-ce que le système de répartition actuel est optimum ou on pourrait-on l'améliorer et si oui, comment le voyez-vous? Merci encore peut-être à Jérôme Favoulet de finir ce panel. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, j'aurais une question par rapport à la reconversion professionnelle. Il y a un article de la Constitution qui garantit un droit à un enseignement de base, pardon. Et j'aimerais bien savoir votre position sur est-ce que l'enseignement de base est uniquement une formation initiale ou est-ce que ça pourrait devenir à l'avenir le droit d'avoir des compétences qui permettent d'avoir un travail et une rémunération décente? Merci beaucoup. Peut-être une réponse sur ces 3 interventions, Cyril, Hélène? Alors, je les ai notées. Je vais essayer cette fois-ci d'être bref. Pour répondre à M. Alexis Jacques, ce qui est important, c'est d'analyser secteur par secteur, activité par activité, comment on peut rouvrir, à quelles conditions, avec quelle progressivité.
comment on fait pour les musées, comment on fait pour les salles de spectacle, comment on fait quand c'est à l'extérieur, est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires quand c'est à l'intérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir des vraies discussions avec tous les milieux concernés pour mettre en place la façon de procéder. Et puis, les jauges ne seront pas les mêmes quand ce sera dedans que quand ce sera dehors, et en fonction de l'évolution, avec des seuils et des plafonds qui nous permettent d'ouvrir, respectivement de fermer quand ceux-ci sont dépassés. Donc, je pense qu'il faut agir secteur par secteur, et puis il faut en laisser aucun au bord de la route, et puis il faut aller de l'avant. Il y en a peut-être un ou deux qui vont rester fermés plus longtemps que les autres, mais à un moment donné, on doit se poser la question dans tous les secteurs. À Claude de Villard, dire qu'effectivement, on a aussi dans les entreprises apprécié que des entreprises comme la vôtre nous ont aidés dans la gestion électronique de documents. Donc, on a aussi besoin de vous, et c'est grâce à vous qu'on a aussi pu faire du télétravail. Donc, c'est important de dire que les entreprises qui ont innové, qui ont mis avant les autres la gestion électronique de documents en particulier, ont contribué à faire en sorte que l'économie se tienne bon. Pour répondre à M. Gruber, la taxe pollueur-payeur, c'était aussi pour dire très clairement que moi, je m'engagerai pour la taxe CO2, parce qu'on va bientôt devoir y participer. C'est à cela que je pensais. Mais je voulais aussi le dire, et c'est pour ça que j'ai pris ça, c'est que moi, si c'est perçu comme étant une taxe supplémentaire qui s'additionne à tout le reste, ça me pose un problème. Ça doit être l'occasion d'alléger des fiscalités qui sont défavorables à notre économie et aux citoyens. Et c'était ce que je voulais dire. Alors après, on peut multiplier les exemples. On pourrait aussi se poser la question de la taxe poubelle, par exemple. Et est-ce que moi, je vous le dis, ce ne sera pas très populaire, mais ça ne fait rien. Faire de la politique, ce n'est pas seulement être populaire. Mais si on remplaçait la taxe poubelle, si on mettait une taxe poubelle, je ne serais pas choqué plus que ça. En revanche, la taxe professionnelle, pour moi, me cause un problème parce qu'elle n'est pas favorable et elle n'est pas pertinente. Donc, on pourrait faire un changement qui serait bénéfique pour tout le monde. La répartition des départements, je ne veux pas me prononcer. Mais ce que je peux dire, parce que ce n'est pas le travail, Monsieur Dufour, je suis désolé, mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que j'ai le sentiment que les départements aujourd'hui ont été faits en fonction des conseillers d'État. Et en réalité, c'est le contraire qu'on doit faire. C'est qu'on doit d'abord faire les départements pour la cohérence de ceux-ci, puis ensuite savoir qui s'en charge. Et je crois que ce ne sera pas la question de 2021, ce sera la question de 2023, mais je pense qu'on devra d'abord dire ce qui est cohérent pour les départements, et puis ensuite dire au Conseil d'État, fort de cette cohérence, vous devez vous engager. On a fait le contraire, c'est regrettable. Et puis enfin, par rapport à l'acte constitutionnel, j'espère que je n'oublie rien. Je ne suis pas sûr qu'il couvre ce que vous avez dit, mais ça doit être un objectif de l'État. Et puis finalement, j'aime bien dire à tous ceux qui tirent toutes les obligations constitutionnelles, c'est important parce que c'est des symboles. Mais l'action, elle doit avoir lieu indépendamment des incitations constitutionnelles. Et je pense que on dit beaucoup aux gens, vous aurez 5 métiers dans votre vie. Moi, je le dis à mes enfants, le métier que vous choisissez, il va évoluer. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ait la possibilité d'exercer ces 5 métiers durant sa carrière? Aujourd'hui, pas grand-chose. Et je pense qu'il y a un grand travail à faire. Merci beaucoup, Cyril Hélène. J'aimerais une dernière intervention. Je vais passer la parole à Claude Egui parce qu'il il connaît ce métier. Et entre autres… c'est une hypothèse que je n'exclus pas. Alors, Cyril a apporté son soutien au gouvernement d'une manière générale. C'est en effet, le métier est difficile en général, mais durant cette période-là, il est encore plus difficile et on ferait bien d'avoir un peu de retenue avant de porter des jugements, ceux qui exercent précisément ces responsabilités-là. Ce n'est franchement pas simple. Alors, je suis peut-être subjectif pour avoir exercé dans des temps moins difficiles que cela, mais on ne peut pas réussir si on ne fait pas confiance à ceux-là même qu'on a élus. À un moment donné, il y a une certaine bon sens qui consiste précisément à assumer nos décisions, puis après on change les gens si ça ne va pas. Tout à l'heure, Cyril a une question qui t'était posée sur la transformation des entreprises, parce qu'en effet, je ne dirais pas que plus rien ne sera comme avant, mais il y aura de gros changements. Il y a des problèmes sociétaux qui se posent, des fonctionnements autres. On s'était envolé, il s'agit d'avoir un rythme un peu différent et d'accepter ces changements. Ça peut être le côté positif précisément de ce que nous venons de vivre. Et tu as répondu sur la formation. Par rapport à la transformation des entreprises, tu as répondu sur la formation. Et tu viens à l'instant d'en faire une allusion sur tes enfants qui pourront exercer plusieurs métiers. Alors, en matière de formation, on ne peut pas dire que les métiers manuels soient véritablement présentés comme ils pourraient l'être. On parle de l'intelligence des mains.
Et ce problème est influencé par des comportements sociaux, par des parents qui pensent que leur enfant, lorsqu'on dit bah, « écoutez, mon fils fait un CFC à tel et tel endroit », la réplique, ce serait du genre « vous avez des problèmes avec votre fils pour qu'il fasse un CFC », alors que précisément, nous avons un travail considérable à faire et les choses ont déjà changé. Alors, comment vois-tu précisément une action dans ce domaine-là? Parce qu'on n'a jamais eu véritablement de réponse montrant une volonté d'agir de ce côté-là. Et si on agit précisément sur l'intelligence des mains, en promouvant l'intelligence des mains et la pratique de ces métiers, il y a toute une série d'autres problèmes qui feront qu'on n'aura pas forcément besoin de recourir à de la main-d'œuvre venant de fort loin, de plus en plus loin selon les circonstances, mais que nous devrions pouvoir y répondre nous-mêmes. Merci beaucoup. Peut-être une réponse et une conclusion. En navré, je ne vais pas pouvoir encore faire intervenir nos amis qui viennent d'ailleurs, hein, Camélia Moletta, notre responsable de l'antenne de Fribourg, Islam Lakem, qui lui alors est en Algérie, mais ils ont plein de copains à Genève, et André, qui est de l'autre côté de la frontière, responsable de Pôle emploi. Voilà, pardon. Ah, et il y avait encore Alessandro Rivoire, une nouvelle tête. Je ne peux pas vous donner la parole. Je donne la parole à Cyril Hélène pour une réponse et une conclusion, et on se retrouve après. Merci. Tu as raison, Claude. C'est une vraie problématique. Ce n'est pas facile. Il y a une culture du secteur tertiaire avec l'idée qu'il faut faire des études universitaires. Moi, je ne partage pas ça, et ce n'est pas que l'intelligence des mains, c'est y a aussi des apprentissages dans le domaine du commerce, il y a aussi, et des fois c'est très insidieux. Je vais donner un exemple qui pour moi était révélateur des changements qu'il doit y avoir. Il y en a deux que je vais citer. Le premier, c'est quand on a fait la réforme score qui était abandonnée. Je veux dire, les classes étaient faites en fonction des diplômes. Et pour moi, c'était un non-sens. Il faut que l'expérience soit aussi mieux valorisée. Il faut qu'on puisse imaginer que quand on fait un apprentissage, toutes les portes et toutes les évolutions restent ouvertes. Ça, c'est la première chose qui est à faire. Et c'est des fois assez insidieux, parce que quand on avait, au sein de l'État, cette façon de pratiquer, je trouve que le message était faux. Deuxième exemple, et j'en aurais trois, j'ai l'esprit de cascade, c'est on a fait la Cité des métiers, il y a une bonne collaboration qui se fait avec les métiers du bâtiment, etc. Il faut poursuivre. Et là, on a fait une première étape qui est importante, mais il faut aller à l'étape d'après aussi. Il faut aller dans les écoles, il faut faire des changements. Mais il faut aussi faire un effort de communication. Les gens ne se rendent pas compte. Les métiers d'apprentissage avec cette intelligence des mains permettent des carrières beaucoup plus profitables que parfois des métiers universitaires. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça l'est bien souvent, et on doit montrer que ce n'est pas en concurrence, c'est en addition. Et puis, probablement le troisième point, c'est qu'on doit encore axer, même si elles font beaucoup d'efforts. C'est bien de vouloir promouvoir l'apprentissage, mais il faut aussi le faire, de mon point de vue, en apprentissage dual. Et là, on doit avoir un meilleur partenariat avec les entreprises. Parce que ces apprentissages en école, finalement, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas la même chose. Et avoir la possibilité pour ces jeunes, et ce n'est pas grave si l'apprentissage commence à 17 ou 18 ans, puis qu'il y a une formation de base qui se fait ailleurs. Pour moi, ce n'est pas un problème, c'est une qualité. Si un enfant fait 2 ans de collège ou 2 ans d'école de culture générale, puis change d'orientation, il aura comme bagage ces 2 ans-là. Et même s'il n'a pas fini, ce n'est pas un coût pour la société, c'est un bagage supplémentaire pour nos enfants. Et il faut avoir cette promotion-là, et il faut avoir un meilleur partenariat avec nos entreprises. Les entreprises, elles profitent de ces apprentis, et ces apprentis, ils ont des belles carrières quand ils aiment leur travail. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Pourquoi, peut-être encore en une phrase, pourquoi est-ce qu'on doit voter pour vous, en fait? Mais j'aimerais reprendre la phrase de Claude Aiguy, parce que j'ai envie de travailler avec les 6 autres conseillers d'État. J'ai fait des propositions, mais je sais aussi reconnaître la difficulté de la tâche et le respect que j'ai pour cet ensemble. J'espère pouvoir être un bon membre de l'équipe en place.
et de travailler avec eux. Et puis en 2023, il y aura peut-être une autre équipe. Et puis, on travaillera. Mais je crois à ce travail d'équipe. J'aime en fait le système suisse. Je crois qu'il me convient bien. Il n'est pas fait seulement pour les têtes qui dépassent ou pas pour les têtes qui dépassent. Il est surtout fait pour ceux qui ont envie de travailler et puis qui aiment le travail bien fait. C'est dans cet esprit-là que je m'engage. Merci beaucoup, Cyril Hélène. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement. Merci beaucoup. Et c'est le moment où on vous offrirait volontiers un apéritif, mais voilà, vous le prenez chez vous et on fait santé comme on peut. Santé. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on peut arrêter l'enregistrement. On reste encore entre nous un petit moment